Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue à Mangué. Cet après-midi, nous allons faire un bond en arrière. On va aller dans un douala que certaines personnes ne connaissent pas. Et pour cette occasion, nous recevons Chokomeni Choco. Bonsoir, Choco. Bonsoir, Alors, comment tu Marius. vas? Non, très bien, très bien. Merci de nous avoir rejoints sur Mangué. Mhm. Et cet après-midi, on va parler d'une ville de Douala que certaines personnes ne connaissent pas, des petites anecdotes artistiques qui se sont déroulées, et particulièrement, on va commencer dans les années 91-92. Si tu nous parlais un peu de comment était cet environnement artistique dans ces années-là. Oh, c'était désolant. 91, 90, il n'y avait pas un milieu. Actuellement, nous sommes à Douala, par exemple. C'est un endroit où les artistes s'expriment. Il y a une plateforme. Mais en 91, 90, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien. Une ville comme Douala qui se voulait être comme la capitale économique, intellectuelle d'ailleurs, aussi, n'avait rien. Donc, il n'y a même pas un coin de jazz, même pas. La seule distraction, c'est d'aller dans un bar et de prendre sa bière ou dans une boîte de nuit, etc. Donc, pour s'amuser, il fallait se saouler. C'était le seul truc. Et ça qui nous embêtait. Alors, un jour, si une femme s'est dit non, mais il faut qu'on crée quelque chose, un endroit où des artistes peuvent s'exprimer. Et quand nous on dit artiste, c'est que c'était dans tous les sens, c'est-à-dire art plasticien, musicien, mais pour un endroit où des gens peuvent aller, ils ont le contact avec des artistes, quoi. Alors c'est comme ça qu'est né, donc voilà, on est parti tout de suite avec Didier et Marilyn, qui étaient très très motivés. On était souvent ensemble, des amis, mais on manquait comment rencontrer des artistes, c'est un endroit pour eux. Et c'est comme ça que Douala est né. Et le premier concert qui a été fait, c'était un concert sur l'eau, sur le Vouri. Et tu sais comment c'est né le concert sur le Vouri? Non, mais je veux savoir, je suis sûre que les autres aussi veulent savoir comment ça s'est passé ce concert-là. Alors, l'idée, surtout, c'était de faire quelque chose que les gens n'ont pas vu, mais de scène, mais quelque chose de différent. Il y avait toujours le grand concert au stade Mbappé ou bien au stade Omnisport, mais c'était même interdit à l'époque, compte tenu de la situation politique. On ne pouvait pas réunir plus de 5000 personnes dans un milieu. Donc l'idée, c'était donc, on a eu des autorisations pour faire un concert en plein air. On voulait un accès de tout le monde, que tout le monde puisse y avoir accès. Et accès, surtout, art veut dire aussi quelque chose, l'art à l'africaine. C'était surtout ça. Et notre idée au départ, surtout, c'était de mettre en valeur des tam-tams. Nous avions un artiste, Sobien. On avait aussi dans l'art plastique des gens comme des pionniers, des baobabs comme Coco, sur lequel on s'est appuyé. Donc il y avait eu Coco dans l'art plastique et Jossman sur le côté musicien. On a réussi donc 15 tam-tams. Il y a eu aussi des invités artistes musiciens européens qui sont venus. Et en un jour, sur les berges du Vouri, les musiciens étaient dans l'eau. Et notre idée, c'était ça, que le type qui passe l'eau, qui porte les sons, les ondes très loin, que ça fasse un peu Mami Wata, donc ces ondes qui sortent de l'eau. Donc il y a eu vraiment, je crois que le pont a été bloqué, tout le monde, c'était comme ça. Et ça s'est bien passé. Et c'est comme ça le début de Douala avec. Mais ce concert, les musiciens étaient dans l'eau comment? Il y avait une barge, les Ah, il y avait barges, une barge. voilà, les barges qui servent à porter des billes de bois. Bon, Ok. au moins c'est devenu utile ce jour-là. Ça devait être magique, ça. Ouais, c'était vraiment magique. Donc c'était tenu, puisqu'il y avait un très fort courant d'eau du Mhm. Vouri qui se jette dans la mer. Mhm. Donc les barges étaient tenues sur les berges par des amarres. C'était amarré sur les berges. Donc il a fallu toute une réflexion des marins. Merci pour le groupe. Bon, je veux dire peut-être Bolloré, ils nous ont aidés là-dessus. Mhm. Et donc le près d'une barge, tranquillement, les moteurs pour pouvoir porter le courant dans la barge et pouvoir faire une solo qui puisse envahir toute la berge. Alors, tout ça, ça a été possible. Et ça a été comme un rêve pour tout le monde. Pour nous-mêmes qui vivions ça, c'était impensable. Aujourd'hui, dans la ville de Douala, moi, je suis dans la ville de Douala, je n'ai pas encore vécu un concert comme ça avec des musiciens dans l'eau et moi au bord de l'eau et de vivre ça. Je pense que ça devait être un moment, un très très bon moment. Est-ce que tu peux nous parler, nous raconter encore d'autres anecdotes sur
l'environnement artistique de ces années-là? Oui, de ces années-là aussi, il y a eu la première. Ça, l'idée toujours été de vulgariser tous les artistes. Donc il y a eu aussi au marché Nylon la peinture sur palissade sur 200 mètres. On a réuni donc. Ouais, 93. Pop 93. Donc les gens, la population a pu voir des artistes, ils entendent parler d'artistes, de tous ces artistes-là, mais ils ne les voyaient jamais. Et il y avait Joël, Pado, Coco bien sûr, toujours comme un peu pour nous, celui qui avait rassemblé tout ce monde, grâce à lui, parce qu'il avait vraiment, il est rentré vraiment dans cet esprit. Il y avait Coco Comenier, hein? Oui, Coco Comenier. Il est rentré dans l'esprit avec beaucoup de... Il correspondait à notre type, parce que nous, on cherchait, on ne connaissait pas, nous, les plasticiens. Et Coco, avec lui, on a pu rassembler autour de ce projet au moins une quinzaine de plasticiens. Comme c'était sous le soleil, ils ont eu une protection, notre fameux chapeau en paille. Donc, et ils ont eu chacun sur 200 mètres. Ils ont peint à leur inspiration, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient envie. Et les gens étaient autour, ils voyaient pour la première fois des artistes s'exprimer pendant une semaine, s'exprimer en direct sous eux. Et ça, c'était dans les années 94. 93. 93. Certains n'étaient pas nés. Je vois des gens qui n'étaient pas nés là. Certains n'étaient pas nés. Pour dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé. Donc, mais est-ce que à cette époque-là, comment les populations recevaient ça? Même si ils recevaient ça comment? Avec beaucoup de joie, avec des interrogations, mais c'était reçu, c'était bien reçu. Ouais, c'était bien reçu. À l'époque, il y avait comme l'artiste plasticien ou musicien, c'est l'enfant raté. C'est le gars qui avait perdu, qui n'avait pas pu faire l'école, bon, c'est le gars raté. Et donc, tous ces plasticiens, tous ces artistes dans leur famille étaient des marginaux. Ils étaient rejetés, ils vivaient à côté, on se demandait même ce qu'ils pouvaient faire dans ces endroits fréquentés par des gens venus d'ailleurs, là, des Blancs. Et pour la première fois, ils les voyaient donc s'exprimer devant eux et commencer à reconnaître leurs enfants. Je pense que ça a été une très très bonne chose qu'ils commencent à réaliser que, bon, mais en fait, on peut s'intéresser à ces enfants que nous trouvons ratés, mais on s'intéresse à eux, on leur offre même une palissade, un nouveau marché dans la ville, on leur laisse un espace, etc. Et ça aussi, par rapport à ces plasticiens, ça les motivait. Ils étaient motivés. Donc, il y a eu derrière, je pense que vraiment, de 90 à nos jours, je crois que ça a été pour beaucoup avec surtout les plasticiens. Bon, dans les musiciens, il y a toujours cette histoire d'ego. Il y a plus d'ego chez les musiciens. C'est difficile chez les musiciens quand on est de faire un groupe. Parce que chacun va être lui. Donc c'est ça le problème du musicien camerounais. Mais les plasticiens, ils ont démontré une sorte de solidarité, de travail en commun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même l'ensemble des activités de Douala, c'est autour des plasticiens. Et si tu nous parlais un peu de toi aussi exactement, dans ces années-là, tu as, il faut qu'il nous dise, hein, il a été musicien, il ne nous dit pas tout. Il faut que tu nous racontes aussi un peu ce que tu as fait pendant ces années-là, et on finira par un petit côté de toi que certains ne connaissent pas. Et non, on y revient. Il nous dit d'abord ce qu'il a fait dans ces années-là. Oui, dans ces années-là aussi, il y avait un manque sur le plan musical. Localement, on pouvait difficilement rentrer dans un cabaret et écouter du jazz ou du reggae. Et moi, je suis reggaeifiant, je suis un amoureux du reggae. Et c'est là que ça a occupé une bonne partie de mes premières années à Douala, parce que surtout les musiciens reggae, ils étaient rejetés. Hein. Dès qu'ils se présentaient devant un cabaret, le portier d'avance savait que ils étaient rejetés. C'est là qu'on a eu la chance, quand j'ai rencontré le groupe Iséret dans la rue, je leur ai demandé si je pouvais les fréquenter, venir avec eux, ils étaient d'accord. Et c'est là que j'ai mis en place ma petite sono, mon petit CD Kenwood de l'époque, des années 90, il y avait les Kenwood qui étaient... Et c'est là qu'était branchée la basse, le rythmeur utilisé était une guitare sèche, et le batteur, pour Bézo, les premiers batteurs, c'était une petite caisse en fût,
sur laquelle il avait apporté une peau et des pédales adaptées, etc., etc. Et c'est comme ça que commence le premier groupe de reggae, les Nazaréens, on les appelait, on nous appelait, ici à Douala. Bon, au bout de 5 ans, effectivement, on a fait notre chemin, on a fait même un déplacement à Bata et Malabo à cette époque. Mais comme je disais tout à l'heure, le côté égo du musicien ici fait que le groupe devient difficile. Chacun dit c'est grâce à moi que, grâce à moi que. Et ça a été le gros problème de ce groupe qui s'est disloqué parce que chacun a tiré la couverture de son côté. Mais je passe, c'est une épisode. Toujours est-il que ce groupe a fait naître aussi beaucoup d'enfants. Il y a eu derrière tout un autre mouvement. Comme aujourd'hui, on a sur la place Raspi, Congo Roots et beaucoup d'autres. Et puis c'est parti. Je pense que le reggae qui n'est pas encore bien implanté au Cameroun fait son petit chemin. On les attend dans les cabarets, ils jouent, on entend le reggae dans la rue beaucoup plus facilement. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Ouais, effectivement. Effectivement. Mais bon, ça fait son chemin quand même. C'est accepté, on voit facilement un gars avec des dreads dans la rue. Même si chez nous on confond dread et traditionnaliste, parce qu'il y a un truc entre les Rastas et notre tradition même ici en Afrique, Bamileke. Dans la tradition Bamileke, les traditionalistes portent des dreads. Donc c'est un truc vraiment africain. C'est pas un truc qui sort de Jamaïque que aujourd'hui ça envahit le monde. Ça vient vraiment d'Afrique. Ça vient vraiment d'Afrique. Et justement dans notre tradition, il y a un Kamsi, les Kunga qui ont des dreads. Ce qui fait que nous ici, selon les endroits, on vous prend soit pour un rasta, soit pour un traditionnaliste. Mais quand je suis à Douala, je suis pris pour un rasta. Et quand je suis maintenant dans l'arrière-pays, c'est-à-dire à Bafan, dans les villages, Bapunche, Bana, etc., je me prends vraiment comme aussi un traditionnel, un Kamsi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tel que je vous parle, je ne suis plus ni dans la musique, je suis un Kamsi. Donc j'ai été rattrapé on dit, par la tradition. Parce qu'on ne décide pas. Un beau matin, la tradition, les ancêtres décident que voilà, tu as eu assez de temps pour faire ce que tu as envie de faire. Maintenant, tu es à la disposition des êtres humains et à notre service. C'est vu que là, maintenant, Marie-Louise, quand je te parle, je suis au service des êtres humains. Effectivement, parce qu'il faudrait bien spécifier à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent ce que c'est exactement ce que c'est qu'être Kamsi. Kamsi. Qu'est-ce que c'est exactement? Un Kam, pour décortiquer le mot, il y a un Kam et puis Si. Si veut dire Dieu. Et puis un Kam, c'est celui qui rassemble. Donc c'est un peu pour revenir à un entendement très commun, prêtre. Si on veut traduire, qu'on se comprenne dans la notion du truc, c'est prêtre. Mais prêtre, c'est nous, c'est des prêtres sont appelés. On ne décide pas d'être prêtre, nous comme si. On est rappelé par Dieu et les ancêtres. Et on commence à officiner. Bon, moi, un beau matin, je me suis retrouvé, j'étais ici à Douala, il y a 12 ans, que ça m'a rappelé. Donc j'étais paralysé un bon matin. Un bon matin, je n'ai pas pu quitter mon lit. Alors, dans les 2-3 premières secondes, on pense que c'est une plaisanterie. Au bout de 5 minutes, qu'on réalise réellement qu'on n'est pas malade, on n'a pas de fièvre, mais on ne peut pas se mouvoir, on ne peut pas quitter son lit. C'est ça mon cas. Et chaque Kamsi a son cas. Hein. Le mien, ça s'est passé comme ça. Et de fil en aiguille, à ce moment, je n'ai rien compris, je ne comprenais rien. Donc, je suis passé par les hôpitaux, Mouna, etc. J'ai eu des sous. Et comme par hasard, on dit que les chemins du Seigneur, c'est des chemins difficiles. Il faut vraiment quitter le matériel. J'avais de tout un compte. Et c'est justement à travers les cliniques, j'ai vidé mon compte. Et c'est quand je vide mon compte qu'un gamin que j'avais rencontré à l'époque à Douala et qui vivait avec moi, ce qu'on appelle les gamins de la rue, n'avait pas de compte. Il vient me rendre visite, il me dit, mais Choco, depuis que tu es là, est-ce que tu as acheté le jujube aux ancêtres? Les ancêtres, c'est une façon pour nous, les chrétiens, ils font le signe de croix pour s'adresser à Dieu, les musulmans, ils ont leur manière, les bouddhistes. Et chez nous, Bamileke, notre signe pour nous rapprocher de Dieu et de nos ancêtres, c'est le jujube.
C'est une graine, je crois, on en a toujours avec nous. En passant, je vous montrer Ouais, c'est un jujube. Et bon, et on est graines de jujube et on leur salue comme tout, comme dans les chrétiens le font. Ça, c'est un jujube. Et ça a un goût de réglisse. Hein. C'est agréable. Et alors, ce soir-là, pour la première fois, j'ai souvent prié. Je suis de confession chrétienne, je suis baptisé. Donc, j'ai souvent prié. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris ce que c'était réellement une prière. Parce que dans mes dernières retranchées, paralysées, je ne comprenais plus rien de ma progression, même physiquement, je ne comprenais rien à moi. Cervicalement, je déraillais complètement, parce que rien n'était plus logique pour moi. Rien ne se passait normalement, il n'y a plus rien. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Il se grattait la tête et j'étais passé par toutes sortes d'analyses. Et aucun résultat. Et c'est là qu'il me demande si et ce soir-là, j'ai parlé à mes ancêtres, je dis, vraiment, c'est pas ma faute. J'ai grandi dès mon bas âge, de par mon père, je suis allé à l'école. Donc maintenant, je ne comprends qu'une seule chose, ce qui est réel. Donc, qui passe par là pour me faire comprendre si c'est vraiment eux qui sont au centre de mon problème. Qui me le fassent comprendre. Et je serais OK, qui me fassent un signe. Et après gagner une et parler en ces termes, je me suis endormi. Et pour la première fois, dans la même nuit, souvent j'avais une perfusion qui me mettait sous calmant 24 heures sur 24. À 4 heures du matin, ce calmant finissait et c'était le martyr jusqu'à l'arrivée de la première infirmière vers 7 heures. Et ce jour-là, comme j'étais habitué, à 4 heures, paf, je suis sorti du sommeil et j'avais aucun problème. J'étais simplement là. J'avais aucune douleur. Je sentais pour rien. J'étais tranquille. J'ai dit, oh là là, c'est bizarre. J'ai pu me lever de mon lit. Je n'avais pas pris cette position depuis des mois. Et là, j'étais assis sur mon lit, une perfuse dans la main. Et je me rendais compte que je pouvais me mouvoir. J'étais bloqué en rien, mais faible, complètement déformé. J'avais 47 kilos et je ressemblais un peu... Tu connais le clip de Michael Jackson, là, les gars qui sortent de tombe, là. Il y a un bonhomme, tu vois, je te jure, j'avais exactement le même aspect. J'étais comme ça, parce que j'avais une boule, je ne pouvais pas me mouvoir. Et j'avais le poignet qui me faisait mal. Donc, même déshabiller, j'étais incapable de me déshabiller. Donc, j'étais là, comme ce genre de personnage. Et je suis sorti ce jour et j'ai vu le jour se lever. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu réellement le jour. Je voyais le jour sans voir le jour. Les couleurs du ciel. Le premier oiseau qui est passé, il était beau. Et je n'avais jamais regardé un oiseau. Je les voyais sans les voir. Et c'est comme si je naissais à ce moment-là. À partir de ce moment, je ne voyais plus rien pareil. Et c'est comme ça que j'ai compris. J'avais compris tout ce qui m'avait donné ce fameux signe. Où je suis passé par toutes sortes d'analyses scientifiques, etc. Et une petite prière du fond. C'était venu du fond de moi-même. J'étais réel. C'est ce que veut dire vraiment, quand on parle, quand on fait une prière, ça doit être réel. Il ne s'agit pas de le lire dans un texte ou quelque part. Ça doit remonter du ventre, du corps, du cœur. La semence, c'est une prière. Et j'ai eu donc les retombées. Et j'ai compris dès le matin, quand j'ai eu la visite donc, de ma petite famille, je dis, bon, sortez-moi de là. Bon, eux qui me disaient mourant, parce que tout le monde m'avait qualifié de mourant, et effectivement, j'étais mourant. Et c'est comme ça que je sors de l'hôpital et je commence à me rétablir doucement et que je m'intéresse aux plantes. Et j'ai pu me rééduquer en utilisant des outils manuels. C'est ça qui a pu me redresser, etc. Jusqu'à maintenant où vraiment je me sens super fort. Ok. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sous les mandriers, Choco. Je t'en prie. On va s'arrêter là et on va vous dire au revoir. Un dernier mot, Choco, à tous ceux qui nous regardent. Mais écoutez, il y a une chose, la vie elle est belle. Et regardez la nature, il ne faut pas la détruire. Ok. Ciao. Au revoir et likez la vidéo et partagez.